Bonjour à tous, bienvenue dans Croissance Verte. Envie de dormir, mais constamment réveillé par les vacarmes nocturnes. En cette période de Coupe du Monde, il est bien difficile de gagner le match contre le bruit. S'y le silence, devenu une denrée rare, une pollution sonore dont souffrent les hommes. La biodiversité aussi, c'est le cas notamment à Abidjan, la capitale économique qui ne dort presque jamais. Ce sera le focus de notre premier reportage. Et pour le second sujet, direction le Sénégal. Au cœur des préoccupations, le défi du reboisement face à la vague de chaleur. Deux thématiques, un même combat, la protection de l'environnement. Et pour décrypter ces enjeux, nous sommes en ligne de Dakar avec un expert en agroécologie et en résilience climatique et sociale. Malik Sow, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir conviés à cette émission qui nous tient absolument à cœur parce que quand c'est vert, ça nous parle. Donc, et c'est vert, c'est vert. Même la tenue est verte. Démarrons cette émission avec du bruit. Il y en a à Abidjan qui vit au rythme du vacarme presque permanent du lever au coucher du soleil. Entre embouteillage et animation nocturne, le silence devient une denrée rare. La pollution sonore est-elle en train de gagner du terrain dans la capitale économique ivoirienne? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Franck Eustache et Ferdinand Kouakou. Klaxon, moteur, haut-parleur, musique amplifiée. À Abidjan, le bruit fait partie du décor. Dans les rues, les marchés, les gares routières ou les quartiers résidentiels, il accompagne presque chaque instant de la vie quotidienne. Mais derrière cette animation permanente, certains s'interrogent. La capitale économique ivoirienne est-elle devenue trop bruyante? Dans certaines zones d'Abidjan, c'est beaucoup bruyant. Cocody, par exemple, c'est pas assez bruyant. On trouve des zones d'Abidjan qui sont assez bruyantes, comme Yopougon, Abobo. Il y a assez de nuisances, aussi bien sonores que, j'allais dire, liées aux odeurs. Voilà, tout ça sont des nuisances qu'on déplore, venant des véhicules et également au niveau des bruits de façon générale. Avec la croissance de la ville, le trafic routier, les activités commerciales et les loisirs se sont multipliés. Conséquence, le niveau sonore a fortement augmenté dans plusieurs quartiers. Les habitants citent notamment les klaxons répétés, les maquis aux enceintes puissantes, les chantiers de construction et certains lieux de culte. C'est vrai que c'est pas trop normal qu'on klaxonne en pleine ville, mais vu que c'est un taxi communal, on doit klaxonner pour pouvoir interpeller les clients. En fait, c'est ce qui fait que nous klaxonnons un peu beaucoup. À Yopougon, dans cette gare routière, les haut-parleurs rythment les départs et les arrivées. Un moyen d'attirer la clientèle, mais aussi une source supplémentaire de nuisances sonores. Vous savez, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a l'importance et il y a les inconvénients. Donc, comme nous, on trouve que ça nous aide en appelant les clients, parce que de là, la sonore, ça crie un peu plus loin, pour que les gens sentent qu'on est là. Mais derrière chaque décibel se cachent des enjeux économiques qui se heurtent parfois aux besoins de tranquillité des riverains. On fait comment? Si tu n'as pas les moyens, là, il y a des situations là, tu es obligé d'accepter. Voilà. Donc on fait avec. Il est mal à la tête, mais il fait avec. Puisque ça aussi, ça appelle les clients. Moi aussi, je ne peux pas les empêcher. Donc, quand ça appelle aussi les clients, aussi, moi aussi, je gagne un peu. Donc... Mais à partir de quel moment le bruit devient-il une pollution? L'exposition au bruit dépend de l'intensité et de la durée de l'intensité. Donc, à partir de 85 décibels déjà, c'est un risque. Donc, je vous ai dit, la circulation, le bruit de nos circulations qui sont les klaxons intempestifs, le bruit des maquis, des bars qui ne sont pas contrôlés, qui mettent la musique, on appelle ça la pollution sonore. Pour les spécialistes, une exposition prolongée au bruit peut avoir des conséquences réelles sur la santé. C'est la baisse de l'évolution.
Donc c'est une pathologie, c'est quelqu'un qui va plus bien entendre. De façon physique, c'est quelqu'un qui va avoir tous les autres signes, notamment l'hyperacousie, c'est très invalidant. C'est-à-dire que tout le monde est en train de parler là, le sujet, dès que vous allez aussi la voir, il va avoir mal. Il va avoir mal déjà à l'oreille et ensuite ça va se compliquer par les céphalées. C'est quelqu'un qui va, du fait de ces douleurs permanentes-là, il va avoir un retentissement psychologique et psychomental, parce qu'il va avoir un mauvais sommeil. Donc il sera tout le temps fatigué, d'où baisse du rendement si c'est un professionnel, baisse du rendement professionnel si c'est un étudiant, baisse du rendement scolaire. Si des tests existent pour encadrer les nuisances sonores en Côte d'Ivoire, leur application reste souvent difficile sur le terrain. On a été sollicité une fois à la mairie par rapport à l'usine sonore et nous avons géré ça. Donc, depuis ce jour, nous mettons les habitants à l'aise parce qu'il faut comprendre que c'est vrai, on fait du marketing, mais il faut aussi mettre aussi des habitants aussi à l'aise. Donc, raison pour laquelle nous respectons les directives qui étaient données depuis la mairie. Pour de nombreux habitants, la question dépasse désormais la simple gêne. Elle touche à la qualité de vie et au bien-être collectif. Pendant un bon moment, j'ai traversé ces nuisances-là. J'habitais à l'époque au niveau de la rue Princesse, il y a quelques années. Du temps de la rue Princesse, la fameuse rue Princesse, je vous avoue que c'était un combat au quotidien avec les maquis aux alentours. Et puis par la suite, là, je me suis retrouvé à la CDC, côté IGS. Et j'ai dû faire appel à la brigade contre les nuisances sonores, qui est intervenue par rapport à une cave ou un maquis qui est en face de mon immeuble, qui n'arrête pas de mettre des sons à des heures indues. Donc c'est une réalité que nous vivons. Et c'est vrai que l'État est en train de prendre les dispositions qu'il faut, mais il faut redoubler d'efforts, il faut accentuer la lutte, parce qu'on ne peut pas faire d'arrangement avec ceux qui nous empêchent de nous reposer, pendant que quand on est dehors, eux, ils se reposent. Face à ce fléau qui menace la santé publique, les spécialistes proposent des solutions pour tenter de protéger les populations du chaos acoustique. Les professionnels, ceux qui travaillent dans le milieu bruyant, c'est déjà d'appliquer les épis, les protections en milieu professionnel, notamment les bouchons d'oreilles, les casques et tout ça, et de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas le délai d'exposition au bruit, parce qu'au-delà de 8 heures, même si c'est un bruit qui est très faible, il va forcément avoir un retentissement sur l'audition du patient. Donc, il faut déjà régulariser le milieu professionnel, appliquer tout ce qui est mesures de protection individuelle, respecter les durées de travail. Maintenant, aux autorités, c'est de faire en sorte que tous ces maquis et tous ces endroits bruyants-là puissent être régularisés, tout sans oublier les églises qui mettent des sons avec des instruments de musique à des décibels très élevés. Il faut essayer de régulariser tout cela pour protéger nos populations. Réduire la pollution sonore passe par davantage de sensibilisation, de contrôle et de responsabilité citoyenne. Car si le bruit témoigne du dynamisme d'une ville, son excès peut aussi devenir un véritable enjeu de santé publique. À Abidjan, le défi est désormais de trouver le juste équilibre entre activité et tranquillité. On a bien entendu les Abidjanais se plaindre de la pollution, Malick Sow. Et la biodiversité dans tout cela? Écoutez, comme nous-mêmes en tant qu'humains, vous vous rendez compte que même en écoutant, on n'arrivait pas du tout à entendre les uns des autres, entre humains, encore moins les animaux. Les animaux, alors, c'est comme nous autres humains, les animaux aussi ont leur code. Et leur code, c'est des signaux qui se donnent entre les uns et les autres. Donc, dès lors que nous, humains, on se considère en tant que des personnes alpha, on est responsable de tout, on est maître de tout, mais il faut qu'on sache aussi que nous existons, mais aussi il y a les autres êtres qui existent et qui font partie également de l'écosystème et que nous devons respecter. Par exemple, j'imagine, quand il y a un bâtiment, mais aussi il y a des arbres, mais
les arbres, il y a des animaux qui y vivent. Je veux parler des oiseaux, je veux parler également des autres êtres qui sont dans ces arbres. Mais ces êtres-là, détrompons-nous, on les ignore souvent, mais ils jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. Peut-être bien notre petit chauve-souris que je vois à côté, alors qui est perché sur l'arbre là, que je suis en train d'ignorer, et que je dis qu'il représente rien, mais peut-être bien qu'il est tenté de me débarrasser de quelque chose qui allait être notre problème. Peut-être bien aussi que d'autres animaux qui sont à côté de nous, qui attendaient simplement que le droit de dormir et que nous ne demandons pas à ce qu'ils restent. Mais s'ils bougent, ils bougent, mais en modifiant leur écosystème, modifient en même temps ce qui était censé être résolu dans votre proximité. Donc, comme quoi, nous devons absolument être vigilants et nous poser beaucoup plus de questions par rapport à nos comportements. Que devrions-nous faire? Comment devrions-nous le faire? Le monde étant ce qu'il est, aussi l'innovation que sera l'innovation, mais nous devrions quand même avoir raison de garder pour ne pas trop quand même perturber les écosystèmes. Parce que nous avons autant que possible perturbé les écosystèmes. Là, on parle des changements climatiques. Si aujourd'hui on endanger encore ces perturbations, j'imagine un peu ce que ça pourrait être comme conséquence dans le futur. Et vous l'aviez dit, Malick Sow, de nombreux animaux dépendent des sons pour communiquer, chasser et même s'orienter. Le bruit dans les villes réduit-il leurs chances de survie? Mais oui, tout évidemment, parce qu'en fait, vous savez, vous voyez les animaux, quand on les entend, on les voit chanter. Mais quand ils chantent, ils ont leur langage. Peut-être qu'ils ont leur langage pour s'appeler entre animaux, pour s'accoupler. Peut-être qu'ils ont leur langage un peu pour choses entre eux, pour communiquer. Donc, dès lors que nous utilisons les mêmes ondes pour perturber ces ondes, mais on est en train de leur dire, écoutez, ne vous entendez pas, et ils sont carrément déboussolés, ils ne savent plus quoi faire. Donc, autant bien leur habitat a été perturbé à cause justement de leur impossibilité de se communiquer, mais aussi leur habitat a été perturbé parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, si vous êtes à proximité d'une manifestation qui fait du bruit, si on n'est pas impliqué, nous-mêmes, on est gêné. On a l'impression que quelque chose, on est stressé, on est gêné. Autant nous, humains, on est gêné, on est stressé, mieux le sera encore l'animal qui n'est pas dans son écosystème. Donc, elle sera obligée de se déplacer pour aller ailleurs, et peut-être bien à court et à moyen terme, mais dans tous les coups, alors, ça va, si vous voulez, perturber tout l'environnement du coup, et peut-être l'alimentation sera perturbée parce qu'ils chassent à partir de cela. Peut-être bien aussi que certaines seront des risques parce que certains animaux vivent d'une certaine manière. L'un entend un bruit, peut-être qu'il va fuir. L'autre entend un bruit, peut-être qu'il sait qu'il y a quelque chose. Donc, le fait simplement, nous humains, de nous interagir entre cette façon de faire là avec les bruits, peut-être bien que nous sommes en train de perturber un écosystème et que cet écosystème, comme je l'ai tantôt dit, peut-être bien qu'on dira que ce n'est pas notre problème, mais attendons-nous, si ça perdure, que ça soit un problème. Parce que la vie, l'écosystème, c'est nous en tant qu'humains, mais c'est nous aussi en tant que les autres êtres qui vivent avec nous, qui habitent avec nous et qui ont le droit d'exister. Et certaines espèces, Malick Sow, d'oiseaux, modifient même la fréquence de leur volume de chant, d'autres désertent les zones trop bruyantes. Cela crée-t-il une discontinuité sur leur habitat? Mais oui, parce qu'en fait, admettons que nous, humains, qui avons un corps comme le corps que nous parlons, si aujourd'hui, par exemple, on se parle avec des codes quelconques et qu'on ne se comprend plus, dès lors que le code est perturbé, par exemple, le mâle ne peut plus du tout utiliser le langage qu'il fallait peut-être pour la femelle. Et peut-être aussi la femelle ne comprend plus le langage du mâle. Et peut-être aussi que le son et les informations qu'elle émet ne sont plus des informations qui sont les siennes. Donc, du coup, alors, il est perturbé et cette perturbation pourrait avoir des conséquences dans peut-être même sa survie et peut-être même sa façon de s'alimenter et peut-être même aussi sa façon même d'entretenir ses enfants. Donc, comme quoi, tout ce que nous voyons là et que nous entendons ici en termes de la civilisation de nous-mêmes, possible et potentiellement, ça risquerait d'avoir des conséquences irréversibles sur ces êtres aussi qui sont les animaux, comme que nous venons d'évoquer. Et ils peuvent aller jusqu'à abandonner le lieu pour aller ailleurs. Et s'ils abandonnent le lieu pour aller ailleurs, là où ils vont, certainement, ils vont jouer un rôle qui ne sera pas le leur parce qu'ils vont devoir s'adapter à ce lieu-là qui n'est pas le leur. Et après, là où également ils jouaient un rôle essentiel, et ce rôle essentiel, ils ne le jouent plus. Et du coup, l'homme va sentir là où, par exemple, l'animal est allé. Pour s'adapter, il va faire autre chose.
peut-être qu'il va être des prédateurs et on dira que l'animal a agi comme prédateur, alors qu'en fait, il n'avait pas le choix. Là où il a quitté aussi, peut-être bien que ce qu'il était en train de gérer, qui était son habitat, il l'est plus. Alors, ce qu'il ne fait plus sera un problème parce que simplement, le problème que l'animal là, ou l'insecte que ferait sur place là-bas ne le fait plus. Et du coup, alors, ça sera une conséquence pour l'humain. Comme quoi, alors... Oui. Parlons d'une haute pollution, Malik Sow, celle du lac de Mbao, c'est à Dakar, on change de direction. Cette situation met en danger d'ailleurs la santé des populations riveraines. Des acteurs se lèvent pour changer la donne. C'est le cas de l'association J-Management, dirigée par le rappeur sénégalais le Diwan J, en collaboration avec Baraka Gate. Ils ont procédé à la plantation de cocotiers aux abords du Marigot. Objectif, embellir le site et préserver l'environnement. Suivons ce reportage de Sirmi Boukaka et Jules de Barros. Ce site naturel, auparavant attractif, est devenu depuis plusieurs années un dépotoir. Ce lac de Petit Mbao, situé à plus de 22 km de Dakar, est fortement impacté par les rejets industriels, les ordures ménagères et les problèmes d'assainissement. L'atmosphère est asphyxiante, nous raconte cette femme sous l'anonymat. Les mouches, les moustiques, ça rend toujours les personnes malades. On doit creuser, l'eau va partir en mer, on va tout nettoyer. Ça, c'est que les positions externes comme ça, c'est pas bon. Face à cette insalubrité, cet artiste connu pour sa lutte pour un quartier propre et durable dans sa zone se dit préoccupé. On a 2 marigots dotés par la nature. De façon naturelle, c'est des bras de mer. Donc c'est de l'eau remplie par la mer ou des fois par l'eau de pluie. Moi, j'ai eu à apprendre à nager dans ce marigot-là. Si je vous le dis, vous n'allez pas y croire. Et qu'avec l'effet de l'homme, comme on dit, les habitations, parce qu'auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'habitations. Maintenant, les habitations ont fait que les gens voulaient transformer ce marigot en un dépotoir sauvage. Et que nous, en tant qu'acteurs, en tant que voix autorisée, on s'est dit, il faut qu'on se lève. Dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement, l'association Diwanji, en collaboration avec la structure Baraka Gate, a décidé de reboiser une bonne partie du marigot. Cette action fait partie de leur vision. L'objectif principal, c'est peut-être de rendre le marigot beaucoup plus attrayant, peut-être pour un peu changer le cadre naturel du marigot. C'est pourquoi la plupart de nos activités, des actions que nous menons, nous le faisons au niveau du marigot avec des nettoyages, donc des reboisements. Donc très souvent, on est accompagné par des structures. Après avoir nettoyé, il fallait au moins aménager. Donc d'où l'idée de reboisement, l'idée d'aménager des bancs écologiques, au moins de récupérer cet espace. On l'a déjà fait une fois, les chèvres l'ont mangé, et là on sait que voilà, il faut protéger, il faut être rigoureux, il faut être là tout le temps, il faut arroser. Dans l'objectif de préserver ce réservoir écologique, Baraka Gate, évoluant dans le développement de capital humain, a jugé nécessaire d'appuyer l'initiative de l'artiste. Ce n'est pas juste esthétique, c'est stratégique aussi. Le cocotier est un arbre qui survit dans des situations extrêmes. C'est aussi pour encourager la population à ne plus jeter les ordures. Nous misons sur le capital humain et il ne peut pas juste être économique ou intellectuel. Baraka Gate pense impact, durabilité, même après que nous ne soyons plus là pour voir. On pense génération après génération. Lors du reboisement à ce marigot, qui mesure environ 700 mètres, plusieurs cocotiers ont été mis en terre, dont l'un porte le nom de Baraka, symbole de vie et de croissance. Wakou Baraka, pensons les belles de demain. Nous accompagnons les personnes dans le développement de leur potentiel. Et quand on parle de développement de potentiel, on ne peut pas exclure l'environnement qui nous entoure. Donc c'est dans cette initiative-là que nous avons décidé de venir aider l'association Diwanji Management. Nous avons décidé de planter des cocotiers parce que c'est une espèce qui joue beaucoup dans tout ce qui est l'absorption de la pollution et qui résiste au sel. Donc aujourd'hui nous sommes là pour planter 50 cocotiers le long du lac de Petit Mbao. Pour certains experts, les nutriments contenus dans des eaux usées, traitées ou peu contaminées peuvent favoriser la croissance des cocotiers.
Cette initiative a été saluée. Ils sont en train d'assainir, d'enlever les ordures, d'enlever les saletés, tout pour essayer de rendre belle cet environnement. Donc ça, nous tenons à le saluer. Et le fait de mettre des cocotiers, ça va rendre beaucoup plus belle le visage de ce lac-là. Selon ces acteurs, la protection de l'environnement est une affaire de tous. Je pourrais dire que si nous levons, nous, en tant qu'acteurs de développement, et aussi en tant que population et en tant qu'autorité, et nous collaborons à travailler et à rendre nos marigots et nos mers très propres, ça peut changer la vie. Voir les jeunes filles et jeunes femmes s'intéresser à cette activité, c'est une fierté, parce que nous le savons tous, le combat, c'est pour nous tous. C'est pour les hommes, mais c'est pour aussi les femmes. Donc c'est nous qui tenons les maisons. Les autorités municipales, quant à elles, interpellent les populations face à cette pollution. Ce que nous condamnons, c'est le mauvais usage de l'eau du marigot par les populations. Et le fait qu'elles utilisent cette eau témoigne des conditions difficiles dans lesquelles elles vivent. On est en collaboration avec la SONAGEP. En collaboration avec la SONAGEP et l'OSDIWAN, nous avons réaménagé un petit espace au fond du site. Aujourd'hui, cette même population ne peut plus se permettre certains actes inciviques. Les cocotiers renforcent aussi l'attrait paysager, ce qui peut encourager un écotourisme durable autour du site. Pour en arriver là, il faut davantage de stratégie. Pour moi, ma proposition était de venir faire des réunions de quartier, sensibiliser les gens. Et je dis chapeau à lui et son équipe. Je tiens à le dire. Parce que moi qui habite ce côté-là, je le connais. Et Wartou Baraka Gate. Wartou Baraka Gate, vous êtes venu au moment opportun. Et c'est le moment de vous dire merci beaucoup. Et c'est le moment de vous dire votre action est significative. Le fait de mettre des cocotiers, ça va donner un autre visage. On peut l'embellir, on peut mettre des cafés, on peut organiser ici des soirées de télévision, des émissions. Pour une planète saine et verte, en plus des communautés, des professionnels devraient davantage reconsidérer la politique environnementale au sein des sociétés. La performance doit aller au-delà et avoir un impact réel sur la société dans laquelle nous vivons, sur les communautés. Et à partir de ce moment, il est donc important que nous puissions, nous déjà, donner l'exemple et donc pleinement accompagner le cadre dans lequel nous évoluons. Quand on est malade, cela se traduit dans une société qui est malade et on ne peut pas se développer. Donc le développement, c'est d'abord la santé et la santé passe par l'endroit dans lequel nous vivons. Absolument. D'où l'importance du reboisement, d'où l'importance justement de planter des arbres et puis des arbres qui peuvent servir justement à mieux protéger l'environnement. Les cocotiers ont une capacité limitée à dépolluer l'eau. Le reboisement est donc utile pour restaurer l'environnement, mais il ne suffit généralement pas à lui seul pour assainir un lac fortement pollué. Les communautés de Petimbao et ses partenaires comptent fournir plus d'efforts pour rendre définitivement plus propre ce marigot. Malixa, on a vu un peu la mobilisation verte aux abords du marigot de Petimbao, mais parlez-nous de la pollution industrielle dans cet endroit. Mais oui, je pense que ça, quand même, l'État devrait faire l'effort de nous aider un peu à cela, parce que quand même, quand on pense que c'est un lieu, comme l'a dit tantôt une personne dans le reportage, que c'était un lieu très convivial jadis et qu'il faisait beaucoup d'activités tout autour, et que j'ai entendu quelqu'un parler tantôt d'écotourisme et tout le reste, tout ceci, c'est des activités qui sont réalisables et acceptables dans un cadre comme c'est le cas. Et franchement, je pense que c'est un grand souci, la pollution industrielle. Et chaque fois quand on en parle, alors nous, à notre côté, alors on se dit que oui, il y a les actions comme de la nature, comme nos jeunes là, ce qu'ils font, c'est merveilleux, mais il faut que aussi l'État aussi l'effort pour aider un peu les communautés et les pays d'une manière générale à voir comment est-ce que on ne peut pas empêcher l'industrie d'exister, mais quand même qu'il ait une façon de faire beaucoup plus propre et durable que la façon dont ils font. Parce que Malik, le cocotier peut-il faire quelque chose, vraiment?
Le cocotier peut-il faire vraiment quelque chose? Non, je ne pense pas. Bon, ça peut être quelque chose comme... il va s'adapter, hein, parce que c'est une plante assez intéressante qui s'adapte très vite, qui s'adapte très bien, mais à la longue, tout dépend quand même de ce qu'on mettra dans l'eau. Si on met des substances chimiques, ça risque de poser problème. Mais si c'est de la matière organique, à longue journée, oui. Mais quand on regardera de près... Exactement. Merci beaucoup, Malick Sow. Le temps est notre principal ennemi. Merci beaucoup d'être là. Mais merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Et félicitations pour des activités de cette nature. Il en faudra beaucoup pour l'Afrique. Merci beaucoup pour vos réponses. Moins de bruit, plus d'arbres, c'est moins de pollution et plus de bien-être sur cette planète et Terre qui est en surchauffe. C'était Croissance Verte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.